Bonjour à toutes et à tous, je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir pour cette webconférence au cours de laquelle nous aborderons un sujet qui touche près d'1 million de salariés en France, puisqu'il s'agit de l'inaptitude. Vu le nombre de salariés concernés, il est logique qu'employeurs, RH et élus de CSE soient informés sur ce sujet. Alors avant de rentrer, au cœur du sujet de cette webconférence, juste quelques informations, pour vous présenter, Jury Travail. Donc Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. Hem, c'est un site qui vous propose un grand nombre d'articles, d'actualités, juridiques. Hem Nous vous proposons également 800 dossiers thématiques qui vont vous aider au quotidien, ainsi que 2400 modèles de contrats et de courriers. Alors, Jury Travail, c'est également surtout un abonnement qui vous donne accès à un accompagnement juridique. Euh, donc, cet abonnement vous donne accès évidemment à toute notre base documentaire, mais il vous donne également accès à nos juristes basés à La Rochelle qui répondent à toutes vos questions par téléphone. Kevin, qui a accepté d'animer cette webconférence avec moi, et j'en suis particulièrement ravie, fait justement partie de notre équipe de juristes de La Rochelle qui répondent à vos questions au quotidien et qui vous accompagnent au quotidien. Donc bonjour Kevin et merci beaucoup d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. Je t'en prie, bonjour à tous. Donc, je suis Kevin Lemayek. Je suis un des 5 juristes du pôle entreprise chez Jury Travail. Donc, c'est nous sur qui vous pouvez tomber si jamais vous souscrivez à un abonnement chez nous. Et c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour cette web. Merci encore Kevin. Alors, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence pour vous permettre de poser toutes vos questions. Nous les avons transmises à Kevin, qui va donc y répondre au cours de cette webconférence. Nous avons prévu une durée de 45 minutes et nous essaierons de nous y tenir. Et comme d'habitude, quelques jours après cette webconférence, vous recevrez par email la vidéo. Alors, si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, je vous invite à les poser dans l'onglet questions ou dans le chat. Sont deux boutons qui sont présents en bas à droite de votre écran. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques, donc je vous invite à contacter Kevin, dont vous voyez les coordonnées à l'écran actuellement. Je les redonnerai également en fin de webconférence. Alors, toutes les questions reçues ont été regroupées sous 3 thématiques. Donc, nous verrons tout d'abord ce qu'est l'avis d'inaptitude. Puis, nous aborderons le reclassement et les délais à respecter. Et enfin, nous terminerons en évoquant le licenciement et les indemnités à verser aux salariés concernés. Alors, une première question, Kevin, si tu veux bien, sur l'avis d'inaptitude. Qu'est-ce qu'un avis d'inaptitude et qui peut rendre cet avis ? Alors, l'avis d'inaptitude, au plus simple, ça va être tout simplement une reconnaissance d'un état de santé du salarié qui va qui va le rendre incompatible avec l'exercice de son travail. Donc, qui va pouvoir rendre cet avis d'inaptitude? Alors, c'est le Code du travail qui va nous répondre à ce niveau-là. C'est l'article R4623-14 de ce code qui va préciser que seul le médecin du travail peut rendre cet avis d'inaptitude. Alors, ce soit à l'occasion d'une visite de reprise suite à un arrêt maladie ou à l'occasion de n'importe quelle n'importe quel autre examen médical qui peut avoir lieu, c'est le médecin du travail qui rend cet avis d'inaptitude. Alors, j'insiste sur ce médecin du travail, il n'y a pas d'avis d'inaptitude émanant d'un médecin traitant. Le médecin traitant peut faire tout un tas de notes, peut faire un petit peu ce qu'il veut, mais ça n'a aucune conséquence au niveau de l'employeur. Donc, seul ce médecin du travail peut rendre cet avis d'inaptitude.
Également, un autre professionnel des services de santé au travail ne peut pas rendre ce type d'avis, que ce soit un infirmier essentiellement. Donc, seul ce médecin pourra le faire. Juste pour un petit rappel au niveau de cette visite de reprise dont j'ai parlé. La visite de reprise qui, avant, était obligatoire au bout de 30 jours d'arrêt maladie, depuis le 1er avril 2022, c'est tous les 60 jours. Donc, il faut nécessairement avoir un arrêt maladie d'au moins 60 jours pour une maladie classique pour avoir cette visite de reprise obligatoire. Le délai est resté à 30 jours pour tout ce qui est maladie professionnelle ou arrêt suite à un accident du travail. Autre petit point sur lequel il faut faire attention, parce que c'est la chose qu'on peut souvent voir, ne surtout pas confondre invalidité et inaptitude. L'invalidité, notamment le classement en invalidité d'un salarié, n'a pas de conséquences sur le contrat de travail. L'invalidité, il faut bien la distinguer de l'inaptitude. L'invalidité est une notion de droit de la sécurité sociale et pas de droit du travail. Donc, qui dit invalidité ne veut pas dire qu'il va y avoir une inaptitude au bout. Même si c'est une invalidité, par exemple, de deuxième catégorie, qui va dire que le salarié ne peut pas travailler, c'est vraiment ne peut pas travailler au sens de la sécurité sociale, pas au sens du droit du travail. Donc, il faut vraiment placer cette invalidité complètement à part. Donc, concernant cet avis d'inaptitude, l'avis d'inaptitude, il va être fait par le médecin du travail et il va se baser sur un modèle qui a été posé par un arrêté de 2016 de mémoire. Et donc là, je ne sais pas si tu veux me grossir, me mettre en gros. Alors oui, je t'agrandis tout de suite. Donc, c'est assez simple, c'est assez court. Donc ça va être la feuille et l'avis d'inaptitude qui va être donné, qui va être rempli par le médecin du travail. Et donc, pour pouvoir faire cela, il va faire une ou plusieurs visites. Alors avant, c'était 2 visites, mais maintenant, une seule peut suffire, si une seule suffit. Si jamais une deuxième visite doit être organisée, elle sera organisée dans un délai de 15 jours suivant la première visite. Et donc, dans ce cas-là, avant de pouvoir remplir ce document, le médecin va devoir suivre une procédure stricte afin de pouvoir constater cette inaptitude. Donc, la procédure stricte, elle est visée à l'article R4624-42 du Code du travail. Donc, il doit faire 4 choses. La première chose étant de réaliser lui-même un examen médical du salarié. Ensuite, il doit réaliser ou faire réaliser une étude du poste de travail. Réaliser ou faire réaliser une étude sur les conditions de travail dans l'entreprise et réaliser lui-même un échange avec l'employeur. Donc, avant de pouvoir déclarer son inaptitude, il va falloir qu'il respecte ces 4 points de la procédure. Alors, on verra un petit peu plus tard, au niveau de la contestation de cet avis, le non-respect n'entraîne pas en soi une annulation de cet avis. Mais théoriquement, ces 4 points doivent être absolument réalisés, qui sont que d'ailleurs assez logiques, parce que l'examen médical, forcément, il faut qu'il y ait cet examen médical pour décréter une inaptitude. Réaliser quand même l'étude du poste de travail, les conditions de travail pour se rendre compte si l'état physique, l'état de santé du salarié est compatible avec l'exercice de son travail. Et évidemment, toujours réaliser un échange avec l'employeur pour voir s'il y a des possibilités de mettre en place tel ou tel élément. Donc, on verra ça plus tard au niveau de la contestation de l'avis d'inaptitude, si jamais celui-ci doit se faire, qui doit être fait assez rapidement. Alors, juste 2 petites questions qui sont arrivées. Donc, c'est Dorine qui nous demande si tu peux préciser la définition de l'invalidité par rapport à l'inaptitude pour bien différencier les deux. Enfin, c'est aussi 2 médecins différents qui donnent ces avis. Exactement. L'invalidité, on va vraiment être sur une problématique de droit de la sécurité sociale, donc un problème de santé qui va arriver au salarié qui risque de l'empêcher de travailler et où le salarié va voir son médecin traitant pour monter un dossier auprès de la sécurité sociale afin d'essayer d'obtenir une pension d'invalidité. Contrairement à l'inaptitude, qui là se fait uniquement avec le médecin du travail, il n'y a pas de pension, il n'y a pas d'aide qui va être accordée au bout. Ça va juste viser l'exercice du travail et un potentiel licenciement au bout. L'inaptitude, le salarié ne peut plus travailler en l'état actuel des choses. L'invalidité, le salarié fait une demande de pension d'invalidité à la sécurité sociale pour
pour X ou Y raison, hein, mais il aura une pension et il pourra continuer de travailler derrière. Très bien, merci beaucoup. Et alors, pour répondre à la question de Jocelyn, donc comme Kevin l'a précisé, une infirmière du travail ne peut pas déclarer, ne peut pas donner un avis d'inaptitude. En aucun cas, le code de travail est très strict là-dessus, c'est le médecin du travail et personne d'autre. Oui, tu avais été très clair là-dessus. Alors juste pour une histoire de délai, si une deuxième visite est nécessaire pour déclarer l'inaptitude, c'est au bout de 15 jours stricts ou maximum au bout de 15 jours? 15 jours maximum. D'accord. Voilà, donc nous allons poursuivre avec une deuxième question sur les informations qui doivent figurer sur l'avis d'inaptitude. Quelles sont-elles? Et existe-t-il une différence entre une inaptitude d'origine professionnelle et une inaptitude d'origine non professionnelle? Alors, au niveau des informations qui vont figurer sur l'avis d'inaptitude, c'est extrêmement léger en réalité, pour la simple et bonne raison qu'il y a un élément essentiel à prendre en compte systématiquement, c'est le secret médical. En raison de ce secret médical, l'avis d'inaptitude, il va devoir se limiter à des éléments suffisamment objectifs relatifs avec l'incompatibilité de la santé du salarié avec son poste de travail. Donc, on ne va pas mettre le détail des symptômes ou de la maladie que peut avoir le salarié, ou du problème physique que va pouvoir avoir le salarié, alors physique ou psychique d'ailleurs, mais on va être essentiellement sur presque des indications. Par exemple, on va pouvoir avoir des choses du type port de charge lourde exclue ou contre-indication à la station debout prolongée. Donc ça, c'est en fait au niveau de l'avis d'inaptitude. Donc je vais vous le remettre en gros plan. Donc là, Il y a des petits problèmes de réseau parce que moi, je te vois totalement figé. Je ne sais pas si c'est la même chose pour nos internautes. alors, Donc on ne verra pas forcément l'avis à l'écran. alors, si je suis figé, dans ce cas, je vais pas mettre la vie devant l'écran, mais en tout état de cause, ah ben c'est bon. Ah non, alors les gens C'est bon. disent que c'est bon. Alors c'est chez moi, Eh malheureusement. ben, c'est parfait. Alors, je vous le remets. Donc, au niveau donc, de votre avis d'inaptitude, pardon, j'allais dire invalidité. Donc, vous avez les informations qui vont être données et c'est surtout en fait à la fin les deux dernières cases qui vont être importantes. Celle-là étant lorsqu'il n'y a pas de reclassement possible, donc ça, on verra ça un petit peu après. Et juste en dessous, ça va être les fameuses recommandations du médecin et surtout les indications où il va pouvoir mettre, si jamais un reclassement est possible, le port de charge lourde exclu ou station de contre-indication à la station de bout plongée. Ça va être exactement en fait à la fin, donc c'est extrêmement court. Le reste étant essentiellement des cases à cocher. Donc le médecin ne va pas forcément rentrer dans le détail du pourquoi le salarié est inapte, mais il va surtout mettre en avant qu'est-ce qu'il faut faire pour que le salarié puisse continuer à travailler si jamais il y a une possibilité pour qu'il puisse continuer à travailler. Si tel n'est pas le cas, il va faire dans ce cas-là un avis d'inaptitude qu'on dit très souvent à tout poste. Donc ça va être l'une des deux cases à cocher, donc soit tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou soit l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Donc, si une de ces deux cases est cochée, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment à se poser plus de questions. Ce sera une absence de reclassement, donc on pourra accueillir très probablement un licenciement au bout. Ou sinon, il va indiquer justement qu'est-ce que l'employeur doit faire pour que le salarié puisse continuer à travailler. Donc, cet avis d'inaptitude, il va donc être rempli par le médecin du travail. Il sera remis par tout moyen au salarié et à l'employeur, une fois qu'il sera rempli. Alors, par tout moyen, mais lui conférant une date certaine. Ça veut dire qu'il faut nécessairement qu'il soit possible de prouver à quelle date l'avis a été envoyé. Tout cela à cause des délais de recours qui peuvent exister derrière. Donc, ça va être, par exemple, un courrier recommandé avec accusé de réception. Dans tous les cas, l'employeur doit faire très attention à bien conserver cet avis parce qu'en cas de litige, il sera nécessaire pour assurer sa défense. Concernant la différence entre l'inaptitude professionnelle et l'inaptitude non professionnelle, c'est relativement simple.
On va partir du principe qu'on est, en règle générale, sur une inaptitude non professionnelle. Cependant, si l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle déclarée, là, dans ce cas-là, on sera sur une inaptitude professionnelle. Quand on va être sur une maladie professionnelle qui doit être déclarée, ça prend du temps très souvent, cette déclaration de maladie professionnelle. Donc, il est parfaitement possible que la maladie professionnelle soit déclarée après le licenciement. C'est quelque chose qui est même assez fréquent. Donc, dans un tel cas, il faut toujours avoir à l'esprit que peut-être, même plusieurs mois après le licenciement, le salarié peut revenir vers l'employeur pour demander à ce que son inaptitude soit professionnelle et non plus non professionnelle, parce que ça a des conséquences en termes d'indemnité, c'est ce qu'on verra Mmh mh. tout à l'heure. Tout à fait. Alors, sur les dernières questions envoyées, sur le reclassement, donc nous allons l'évoquer juste après. La consultation du CSE, nous l'aborderons également et alors une autre question, qui nous est envoyée par Mélissa: «Un avis d'inaptitude dans un poste dans une entreprise empêche-t-il de travailler autre part par la suite?» Non, l'avis d'inaptitude, en fait, ça vise le poste en question pour lequel le salarié est allé voir le médecin du travail. Ça ne vise pas d'autres postes et ça vise à un moment donné. Donc, je vais dire n'importe quoi, vous avez un salarié qui va faire un métier, il va être déclaré inapte, rien ne l'empêche d'aller faire exactement le même métier après le licenciement. D'accord. Par contre, il faudra qu'il passe évidemment la visite de prévention et d'information ou la première visite médicale et que le médecin le déclare apte. Très bien, merci beaucoup. Alors un avis d'inaptitude peut-il être contesté et qui peut le faire? Uniquement le salarié, uniquement l'employeur et auprès de quelle instance? Alors, l'avis d'inaptitude, il peut toujours être contesté. C'est le principe. Il faut toujours le principe même en droit, c'est qu'on peut toujours contester les choses. Donc, un avis d'inaptitude peut être contesté, notamment parce que l'employeur voudrait éviter de procéder à un licenciement ou à un reclassement parce que ce serait complexe, ou un salarié qui pourrait vouloir contester cet avis d'inaptitude parce qu'il n'est pas d'accord avec cette possibilité de quitter son poste. Donc, généralement, la contestation provient plutôt de l'employeur, mais le salarié peut également le contester. Donc, dans ce cas-là, il faut être extrêmement réactif parce que les délais sont très courts. L'une des parties, donc salarié ou employeur, peut contester l'avis d'inaptitude, mais dans un délai de 15 jours après la notification de l'avis. Donc, c'est pour ça qu'il faut que l'avis soit soit envoyé avec un moyen qui confère une date certaine à cette notification. Donc, dès lors que l'avis est notifié, l'employeur ou le salarié peut saisir le Conseil des prud'hommes dans un délai de 15 jours. Il devra le saisir par ce qu'on appelle la procédure accélérée. C'est la procédure accélérée au fond, c'est l'ancienne procédure de référé qui a changé de nom suite à la dernière réforme de procédure civile. Et donc, dans les 15 jours, il faut donc enclencher cette procédure accélérée au fond devant le Conseil des prud'hommes. 15 jours donc qui suivent la date de réception de cet avis. Par contre, la question qui est toujours à se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de contester cet avis d'inaptitude? Pourquoi cette question doit être posée? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une procédure stricte à respecter de la part du médecin du travail pour pouvoir élaborer cet avis d'inaptitude. Notamment l'étude du poste, l'étude des conditions de travail, l'échange avec l'employeur. Cette procédure stricte, si elle n'est pas respectée, ça n'est pas suffisant pour faire tomber l'avis d'inaptitude. Et ça, la jurisprudence est très claire là-dessus. Le simple non-respect de la procédure par le médecin du travail ne suffit pas pour contester l'avis. Donc, dans ce cas, le Conseil des prud'hommes peut toutefois analyser malgré tout l'ensemble de l'avis. Donc, en d'autres termes, le Conseil des prud'hommes peut se dire est-ce que le non-respect de la procédure va avoir un impact sur la déclaration d'inaptitude du salarié? Donc, il faut toujours se dire, c'est pas tant la procédure qui va être regardée, c'est vraiment le pourquoi il y a une inaptitude. S'il est saisi, il va également pouvoir ordonner de nouvelles expertises pour pouvoir examiner l'ensemble des éléments et dire si oui ou non l'avis d'inaptitude est justifié.
Et donc ça, c'est des solutions qui sont régulièrement confirmées par la Cour de cassation. La procédure, certes, il faut la respecter, mais si elle n'est pas respectée, c'est pas ça qui peut remettre en cause l'avis. C'est vraiment, est-ce que le non-respect de la procédure remet en cause l'inaptitude? Donc ça, d'autres expertises peuvent être demandées. Attention, cela peut avoir un coût. Très bien, merci, merci beaucoup. Alors, Sonia a anticipé ma future question. Donc, vous allez recevoir la réponse à votre question, Sonia. Malgré l'avis d'inaptitude, un salarié continue d'envoyer des prolongations d'arrêt de travail. Cela a-t-il un impact sur le reste de la procédure? Alors non, en aucun cas. L'arrêt maladie, que vous soyez sur une procédure d'inaptitude ou n'importe quelle procédure de licenciement, par exemple, l'arrêt maladie n'a jamais d'impact sur les procédures en cours. Sinon, ça risquerait de bloquer toute procédure qui serait lancée. Donc la jurisprudence a toujours été très claire sur ce point. La survenue d'un arrêt de travail ne fait jamais échec à la procédure. Donc l'employeur, dans ce cas-là, dans le cas d'une inaptitude, malgré ses arrêts maladie, doit continuer sa recherche de reclassement et il peut engager la procédure de licenciement. En aucun cas, un arrêt maladie ne peut mettre fin à toutes les obligations de l'employeur. Donc, l'employeur, en continuant sa recherche de reclassement, devra continuer de proposer, donc ça c'est ce qu'on verra tout à l'heure, doit continuer de proposer des postes où il peut continuer la procédure. La question, je pense, se pose surtout parce que une fois que l'avis d'inaptitude est donné, le salarié ne touche plus rien pendant un mois. Il ne touche pas forcément d'indemnité journalière. Il peut toucher, dans certains cas, des aides lorsqu'il est sur une inaptitude professionnelle, mais ça ne vise que l'inaptitude professionnelle. Et l'employeur ne reprend pas immédiatement le paiement des salaires. Donc, c'est vrai que le salarié, pendant un mois, ne vit avec rien. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi la tentation de donner des arrêts de travail, ou tout simplement, il ne sait pas trop quoi faire pour pouvoir justifier son absence. D'où le fait qu'on a souvent ces arrêts de travail qui peuvent être envoyés. Donc, l'employeur, lui, il va continuer sa procédure, presque comme si de rien n'était. Cependant, il y a juste un petit piège qui peut se présenter lorsque vous avez un arrêt de travail. Alors ça vise uniquement le cas d'un licenciement, et que ce soit en inaptitude ou pour n'importe quelle autre raison, il est toujours recommandé en cas d'arrêt de travail s'il y a un entretien préalable, de le faire pendant les heures de sortie du salarié pour être sûr qu'on ne puisse pas reprocher de faute dans la procédure. Très bien, merci beaucoup de toutes ces précisions. Alors, nous allons aborder notre deuxième partie sur le reclassement et les délais à respecter. Donc, quelles sont les obligations de l'employeur en matière de reclassement? Alors, le reclassement, déjà, il va se faire que dans une hypothèse, c'est que le médecin du travail dit que le reclassement est possible. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir du moment où l'une des deux cases, tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dans ce cas-là, on a une dispense totale de reclassement et on ne va pas plus loin. Il n'y aura que le licenciement qui pourra faire suite. Dans les autres cas, il faudra que l'employeur mette en œuvre son obligation de reclassement. Alors là, je distingue absolument pas qu'on soit sur une inaptitude professionnelle ou non professionnelle, parce que dans les deux cas, la procédure est exactement la même. Donc, dans un premier temps, l'employeur va devoir proposer au salarié inapte un autre poste qui doit prendre en compte les conclusions et les indications du médecin du travail. Donc, pour ça, l'employeur, il ne faut pas qu'il hésite à contacter le médecin du travail pour se renseigner, pour lui dire est-ce que tel poste peut aller ou est-ce que tel aménagement de poste peut aller. Et c'est d'autant plus important qu'en cas de litige derrière, et ça, la Cour de cassation l'a précisé notamment dans un arrêt du 27 janvier 2016, le fait qu'il y ait un dialogue constant entre l'employeur et le médecin du travail dans cette obligation de reclassement peut permettre de démontrer que l'employeur a effectué une recherche loyale d'un reclassement. Donc, ces échanges avec le médecin du travail sont très importants, premièrement, pour respecter l'obligation de reclassement, et deuxièmement, en cas de litige derrière, afin de démontrer qu'on a été loyal dans le respect de son obligation. Donc, à partir de là, l'employeur, dans un premier temps, va falloir qu'il regarde au niveau du poste occupé par le salarié, est-ce qu'il y a un moyen de respecter les préconisations du médecin du travail? Est-ce qu'on peut aménager son poste?
afin qu'il puisse continuer, ou est-ce qu'on peut adapter le poste? Donc ça, c'est la première chose à faire. Comme ça évite de rechercher un autre poste. Si ça n'est pas possible, là, dans ce cas-là, il va falloir rechercher des postes les plus identiques, les plus similaires possibles dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprise, si on est sur un groupe. Et ça peut se faire jusqu'au niveau national. Donc, pas de poste en Pologne ou à l'étranger, uniquement en France, même si ce n'est pas dans la même région. Donc, il va falloir qu'ils proposent l'ensemble des postes disponibles dans l'entreprise, en priorité des postes similaires, mais s'il n'y en a pas, ce seront des postes différents qui sont disponibles. Et que ce soit un métier similaire ou pas. Ces propositions, l'employeur doit les faire par écrit. Ça, c'est très important pour pouvoir démontrer qu'il les a fait. Donc, c'est toujours mieux de le faire par écrit. Très important également, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut essayer de rechercher des postes partout, mais ça, c'est pour respecter au maximum l'obligation. Après, vous n'allez pas pouvoir proposer un poste, par exemple, qui nécessiterait une formation importante. Si on ne peut pas faire changer complètement de métier, dire à, je veux dire n'importe quoi, mais à un infirmier de devenir informaticien. Ça n'est pas possible, ça nécessiterait une formation trop importante. On serait sur quelque chose de totalement différent et la loi n'impose pas à l'employeur d'organiser une reconversion professionnelle du salarié. Donc, des postes qui sont disponibles, il faut les proposer. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et quand je dis des postes disponibles, il faut en proposer, c'est vraiment tout type de poste. Même s'il y a par exemple des CDD, des contrats précaires, alors que vous avez un salarié en CDI, il faut également les proposer, à défaut. Donc ça va être la règle qu'il va falloir faire. Alors attention, parce que ces propositions de poste peuvent entraîner parfois des modifications du contrat de travail. Lorsque vous avez un élément essentiel du contrat de travail qui est modifié, il faut nécessairement l'accord du salarié, donc signer un avenant. Donc dès lors que vous avez une modification de la rémunération, parce que la rémunération peut être différente, elle peut être revue à la baisse s'il n'y a pas d'autres possibilités. Modification de la responsabilité, si vous changez de bassin d'emploi, si vous avez un décalage important au niveau des horaires de travail, il faut signer un avenant en plus de tout cela. Donc, si vous avez un doute, il vaut mieux signer l'avenant. Il vaut mieux le signer que pas le signer. Donc, en cas, s'il y a le moindre doute, il faut toujours faire un avenant. Donc ça va être pour cette recherche de reclassement si jamais il y a un poste qui existe. Si aucun poste n'existe, là, dans ce cas-là, il n'y en a pas. On ne peut pas, comme on dit en droit, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, en cas d'absence de poste, l'obligation de reclassement s'arrête. Par exemple, la jurisprudence, j'ai sorti plusieurs arrêts. En 2012, a précisé que l'employeur avait démontré que l'ensemble des postes dans l'entreprise nécessitaient de la manutention, donc que ça ne pouvait pas respecter les préconisations du médecin du travail. Ça, c'est un arrêt du 12 décembre 2012. On a un autre arrêt du 6 mars 2017 qui va préciser que l'entreprise n'avait que 7 salariés, tous les postes disponibles étaient déjà pourvus, et que le médecin du travail qui préconisait un poste administratif, cet avis ne pouvait pas être suivi pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas ce type de poste d'entreprise. Et donc là, les juges ont dit à l'employeur, vous avez fait ce que vous avez pu, vous n'avez pas eu de solution, donc vous étiez fondé à procéder au licenciement. Très bien. Alors, une question qui nous avait été posée dans le chat et auquel nous allons pouvoir répondre maintenant. Quand le CSE doit-il être consulté sur le reclassement d'un salarié? Alors, la consultation du CSE au niveau de l'inaptitude est assez importante et il y a eu énormément de débats sur ce sujet pendant assez longtemps. Donc, au niveau du CSE, oui, le CSE doit être obligatoirement consulté sur les propositions de reclassement. Si vous avez, ça c'est juste une petite parenthèse, si vous avez un CSE central et des CSE d'établissement, c'est systématiquement le CSE d'établissement qui est consulté, et non le CSE central. Oui, c'est une précision importante. Oui, ça, il faut faire toujours très attention parce qu'une erreur peut entraîner des indemnités assez importantes à ce niveau-là. Donc, le CSE qui ne va rendre, alors ça, je le rappelle également, qui ne rend qu'un avis consultatif. Donc, l'avis du CSE, qu'il soit favorable ou non favorable, n'empêche pas l'employeur de poursuivre ce qu'il a commencé. Donc, ce CSE doit être consulté après l'avis d'inaptitude, pas avant.
mais il doit être consulté, par contre, avant les propositions de reclassement aux salariés. Donc, la consultation du CSE intervient bien entre, d'un côté, l'avis d'inaptitude et de l'autre côté, les propositions de reclassement. Surtout pas après. Si l'employeur ne consulte pas le CSE, il risque assez gros. Si on est face à une inaptitude professionnelle, l'employeur peut être condamné à verser une indemnité aux salariés équivalent à 6 mois de salaire minimum. C'est assez important. Ça, c'est l'article L1226-15 qui le précise. Si jamais on est sur une inaptitude non professionnelle, dans ce cas-là, le salarié peut obtenir une indemnité de licenciement pour licenciement abusif ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et là, ça va dépendre de son ancienneté et du nombre de salariés dans l'entreprise. Ce sont les fameux barèmes Macron que vous pouvez retrouver ça assez facilement en tapant ça sur Internet. Donc, dans un cas professionnel, au moins inaptitude professionnelle, au moins 6 mois de salaire. Dans l'autre cas, les indemnités plus classiques de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce qui est très important de savoir, et c'est ce qui a posé énormément de débats, c'est en cas de dispense de reclassement. Donc, lorsque le médecin du travail coche l'une des 2 cases de dispense à l'obligation de reclassement. Pendant très longtemps, la Cour de cassation, on a eu peur que la Cour de cassation rende malgré tout obligatoire cette consultation du CSE. Et au vu des risques encourus, l'ensemble de la doctrine était plutôt unanime sur ce sujet. Il valait mieux, même si ça ne servait à rien, faire cette consultation du CSE. Mais récemment, le 8 juin 2022, donc le 8 juin dernier, la Cour de cassation a mis fin à ce débat en précisant que l'employeur n'avait aucune obligation de consulter le CSE dès lors que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à tout poste. Donc la question qui s'est longtemps posée aujourd'hui ne se pose plus. En cas de dispense à l'obligation de reclassement, le CSE n'a pas à être consulté. Très bien. Et alors là, il y a une question qui nous a été envoyée par 2 personnes différentes. Et si le salarié déclaré inapte est élu de CSE? Alors là, dans ce cas-là, vous aurez forcément une consultation du CSE parce que vous êtes sur un licenciement d'un salarié protégé. Donc, vous allez avoir, en cas de dispense de reclassement, une consultation pour le licenciement. Et en cas de reclassement, vous aurez 2 consultations du CSE. Une consultation pour le reclassement et une consultation, si jamais le reclassement échoue, pour le licenciement. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on avance un petit peu sur les délais. Alors, tu en as parlé un petit peu auparavant. Dans quel délai la proposition de reclassement doit-elle être faite aux salariés si proposition de reclassement, si la proposition d'un reclassement est proposée par le médecin du travail, et quelles sont les conséquences si le délai n'est pas respecté? Alors, au niveau du délai, il faut être assez clair là-dessus. Il n'existe aucun délai pour proposer ces reclassements. La loi incite juste à le faire rapidement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à l'issue d'un délai d'1 mois, après la constatation d'inaptitude, l'employeur doit reprendre le versement des salaires. Alors attention, il s'agit d'une règle dite d'ordre public. Ça veut dire que cette règle est obligatoire, même si on se met d'accord avec le salarié pour ne pas le faire. Donc, aucun accord peut faire obstacle à cette règle. Et cette règle est appliquée au sens strict et la Cour de cassation n'hésite pas à condamner pour des choses parfois assez étonnantes. Par exemple, si le salarié ne se tient pas à la disposition de son employeur, le paiement des salaires doit malgré tout reprendre, même si le salarié ne s'est pas manifesté pendant plusieurs années et même s'il a déjà retrouvé un autre emploi. Donc, il faut absolument qu'au bout d'1 mois, ce salaire, le versement des salaires soit repris. D'où l'intérêt que peut avoir l'employeur d'essayer d'aller vite dans ses démarches pour éviter de payer le salarié à ne rien faire. Donc, le salaire que le salarié devra toucher, c'est le salaire qu'il aurait dû toucher s'il avait continué de travailler normalement. Ça veut dire qu'il faudra également verser la rémunération variable, les majorations pour heures supplémentaires, et ça lui ouvre également droit à une indemnité de congé payé. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention parce que ça peut avoir un coût. Attention pour ce délai d'1 mois,
ça court à partir non pas de la notification de l'avis d'inaptitude, mais de l'examen médical, soit le premier, soit le deuxième s'il y a eu un deuxième. Et également, j'attire votre attention sur ce délai d'un mois, sur comment est-ce qu'on calcule le délai d'un mois. C'est de la procédure civile. Alors, c'est un petit peu complexe. On dit que le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte. Donc, pour faire plus simple, si vous avez un avis d'inaptitude qui tombe le 15 janvier, votre délai d'un mois prendra fin le 15 février à minuit. C'est pareil que pour une démission, ça ne se fait pas la veille au soir. C'est toujours sur le même chiffre au soir et non pas la veille. Alors ça marche pour la plupart des délais exprimés en mois, sauf pour la période d'essai. Si jamais vous vous posez la question, la période d'essai, là, elle, par contre, est finie la veille. C'est la seule exception. Très bien, merci, beaucoup et en cas d'impossibilité de reclassement, enfin si le médecin du travail a déclaré que, aucune possibilité, de reclassement, n'existait, quelle est la procédure, à respecter? Alors dans ce cas-là, en cas d'impossibilité de reclassement, qu'elle soit ordonnée par le médecin du travail ou qu'elle soit consécutive à une absence de poste ou à un refus du salarié de prendre ce type de poste, dans ce cas-là, ça va partir sur un licenciement. Attention, sur ce point, l'avis d'inaptitude bloque toute procédure qui serait déjà en cours. Donc si vous avez un licenciement pour faute, par exemple si vous avez une faute qui a été commise, votre procédure est bloquée. Et elle doit être remplacée par une procédure pour inaptitude. Ce que je vous dis, il y a juste une exception, c'est au niveau de la rupture conventionnelle. La jurisprudence accepte depuis quelques temps que des ruptures conventionnelles puissent être organisées, puissent être signées pendant cette période. Donc théoriquement, vous partez sur un licenciement et un licenciement avec les mêmes règles qu'un licenciement classique. Donc une convocation à un entretien préalable, 5 jours ouvrables après au moins votre entretien préalable et 48 heures au moins après cet entretien préalable, il est possible de notifier le licenciement. Attention également sur cette notification du licenciement à bien la détailler. Lorsque vous faites votre notification du licenciement, il faut bien expliquer le pourquoi. Donc, on est sur une inaptitude. Pourquoi on est sur une inaptitude? C'est le médecin du travail qui a dit ça, ça et ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu vous reclasser? Qu'est-ce qu'on vous a proposé? Pourquoi est-ce qu'on n'avait rien à vous proposer? Etc. etc. Donc, il ne faut pas hésiter à faire une notification qui soit très longue parce que votre notification va figer le litige en cas de saisine des prud'hommes derrière. Vous ne pourrez rien rajouter en d'autres termes. Vous pourrez juste apporter des précisions dans les 15 jours qui suivent, mais vous ne pouvez pas rajouter de choses nouvelles. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de rédiger sa notification de licenciement, parce qu'après, ce sera trop tard. Très bien. Et alors, un dernier sujet de cette partie, que tu as évoqué un petit peu, précédemment, sur la possibilité de refuser un reclassement qui est offerte aux salariés. Que doit faire l'employeur dans ce cas? Et puis éventuellement, dans quel cas un salarié a-t-il le droit de refuser un reclassement? Alors, le salarié il peut toujours refuser le reclassement. Que ce soit clairement un refus clair et net, ou même que ce soit un refus lié au silence du salarié lors de la proposition du reclassement. Dans tous les cas, le refus du salarié n'est absolument pas constitutif d'une faute. On ne peut pas reprocher à un salarié le refus d'une proposition de reclassement. Donc dans ce cas-là, l'employeur il n'a pas d'autre solution que de poursuivre sa recherche de reclassement ou d'y mettre fin s'il n'a pas d'autre possibilité et de procéder au licenciement. Le fait pour le salarié de refuser une offre de reclassement, ça a assez peu d'impact au final. Ça n'aura un impact que s'il est sur une inaptitude professionnelle. Parce que le refus abusif du salarié d'une proposition de reclassement, donc le refus d'une proposition conforme à ce qu'a préconisé le médecin du travail, ça lui fait perdre son droit à ce qu'on appelle l'indemnité spéciale, c'est-à-dire l'indemnité de licenciement qui est doublée. Et ça, on verra ça tout à l'heure. Très bien. Effectivement, parce que l'heure tourne, on va avancer un petit peu sur notre dernière partie, sur le licenciement et les indemnités. Quelles indemnités sont dues à un salarié dont l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle?
Alors, lorsque l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, le salarié a droit très simplement à une indemnité de licenciement, alors qu'elle soit légale ou conventionnelle. On applique toujours le principe de faveur, donc il faut toujours vérifier dans la convention collective et dans le code du travail laquelle est la plus favorable. Alors, c'est fréquent que des conventions collectives soient moins favorables parce que les indemnités du code du travail ont été rehaussées en 2017. Donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup de conventions qui ne sont pas à jour. Donc, c'est l'indemnité de licenciement et l'indemnité de congé payé. L'indemnité de préavis, elle n'est pas due parce que le préavis ne peut pas être effectué. D'accord, très bien. Donc, ça répond également à une question qu'il y avait dans le chat sur justement ce qui se passait du préavis. Du coup, oui, quelles sont les indemnités, même si tu en as déjà parlé, c'est juste pour bien reclarifier les choses. Quelles indemnités sont dues à un salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle? Alors, si une aptitude est d'origine professionnelle, dans ce cas-là, le salarié va toucher ce qu'on appelle l'indemnité spéciale de licenciement. Donc, dans ce cas-là, l'indemnité spéciale, c'est l'indemnité légale qui est doublée. Donc, j'insiste sur l'indemnité légale. On ne double que l'indemnité du Code du travail. En aucun cas, on ne double l'indemnité de la convention collective. Et ça, la jurisprudence est très claire là-dessus. Donc là aussi, on applique le principe de faveur. Qu'est-ce qui est plus favorable? L'indemnité du Code du travail multipliée par 2 ou l'indemnité de la convention collective. Certaines conventions collectives proposent des indemnités très importantes. Dans de rares cas, l'indemnité conventionnelle sera plus intéressante, mais ça reste quand même assez rare. Le salarié devra également toucher son indemnité de congé payé. Et là, contrairement à l'inaptitude non professionnelle, le salarié touchera son indemnité de préavis. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en cas de maladie professionnelle déclarée un petit peu tardivement, le salarié pouvait revenir vers l'employeur pour demander son indemnité spéciale de licenciement. Effectivement, ça peut arriver que l'employeur va licencier le salarié pour une inaptitude non professionnelle et que le salarié ensuite revienne vers lui en disant « En fait, j'ai une maladie professionnelle qui a été déclarée, donc je demande les indemnités pour inaptitude professionnelle. » Donc, dans ce cas-là, l'employeur devra effectivement verser l'indemnité spéciale, donc probablement verser ce doublement. Par contre, attention, la jurisprudence dit que concernant l'indemnité de préavis, cette indemnité, dans ce cas-là, ne sera pas due parce que l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Ça, c'est un arrêt du 23 novembre 2010 qui le précise. Très bien. Alors, une petite question rapide. Comment la procédure se déroule si le salarié déclaré inapte a la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé? C'est la même procédure que pour Ce tout sera la même salarié? procédure, mais attention, lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé, le délai de préavis est plus long. D'accord. Donc attention au préavis. Heu, alors on va terminer et je relis toutes vos questions derrière. Je te pose ma dernière question sur la contestation, sur le mode de calcul, pardon, des indemnités en cas de temps partiel. Ça, c'est une question qui nous a été envoyée. Comment procède-t-on à ce calcul? Mmh. Alors là, on va voir l'arrêt maladie, le temps partiel, très rapidement. Donc, si vous avez une indemnité de licenciement et que vous avez eu un arrêt maladie avant, vos 3 ou 12 derniers mois, vous les faites courir avant l'arrêt maladie, pas avant le licenciement. Concernant le temps partiel également doit être pris en compte lorsque on fait son calcul. Alors, ça se fait essentiellement lorsqu'on a eu un cumul entre du temps plein et du temps partiel au cours de la vie d'un même contrat. Donc, dans ce cas-là, il faut appliquer une proportionnalité sur l'indemnité de licenciement. Ça fait un calcul qui est assez complexe. Donc là, dans ce cas-là, il y a pas mal de simulateurs qui peuvent vous aider à le faire parce que le calcul, en fin de compte, est assez complexe. Mais là, la question peut-être vise également les temps partiels thérapeutiques parce que ça, c'est quelque chose qu'on a régulièrement aussi à ce niveau-là. Si jamais vous avez eu un temps partiel thérapeutique, ben, vous appliquez exactement la même règle que si vous étiez en temps partiel. On ne reconstitue pas le salaire dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Donc, si vous avez un arrêt maladie, vos 3 ou 12 derniers mois, vous les faites courir avant l'arrêt maladie. Et si vous avez un temps partiel, qu'il soit thérapeutique ou classique, vous devez appliquer une proportionnalité sur cette indemnité
de licenciement. Et donc ça, il vaut mieux utiliser un simulateur parce que le risque d'erreur de calcul est assez important sur ce type de choses. Effectivement. Alors, une petite question, toujours sur la procédure. Combien de temps dure la procédure de licenciement si le médecin du travail décide qu'aucun reclassement n'est possible? En Ça fait, peut être très rapide. on déclenche la procédure, immédiatement après l'avis. Ouais, C'est on bien peut cela? déclencher rapidement la procédure. Et dans ce cas, c'est très rapide parce que vous avez votre convocation à l'entretien préalable, 5 jours ouvrables, votre entretien préalable et 48 heures après, votre licenciement, votre notification du licenciement. En cessant quelques jours de marche, il faut compter au moins 2 semaines quand même. Plus de 2 semaines, pardon. Très bien. Alors on est déjà en retard, je suis désolée. Alors je vérifie, juste, heu, oui, une dernière question. Le licenciement pour inaptitude peut-il être contesté, par le salarié? Dans quel cas et quel point de vigilance doit-on avoir pour éviter, toute contestation? Oui. Alors, juste pour répondre très rapidement à la question de Jeff à Malancy, les 60 jours d'arrêt, c'est en continu, hein. Ça, c'est Oui. juste ce qui a été passé, c'est en continu. Sinon, pour le licenciement pour inaptitude, peut-il être contesté par le salarié? Oui, tout licenciement peut systématiquement être contesté par le salarié. Alors, qu'est-ce qu'il va contester? Il va soit l'absence de consultation du CSE, ou autrement, il va contester l'insuffisance du reclassement, l'insuffisance de la motivation de la notification du licenciement. Donc ça, c'est ce qui va être le plus intéressant à dire pour le salarié à contester. Il peut aussi contester l'erreur de procédure. On ne respecte pas les 5 jours ouvrables, mais ça, après, entre la convocation et l'entretien préalable. Mais ça, après, ça ne peut rapporter qu'un mois de salaire au maximum, donc ce n'est pas forcément très intéressant. Ce n'est pas pour ça qu'on va les contester. Bon, il n'ira pas recontester l'avis d'inaptitude parce que là, il y a de fortes chances que des 15 jours soient largement passés. Donc la contestation va essentiellement se faire sur l'obligation de reclassement, l'absence de consultation du CSE, s'il y en a un, ou l'insuffisance de la motivation de la notification du licenciement. Très bien, merci, beaucoup. Alors vous avez posé énormément de questions, auxquelles malheureusement nous n'avons pas eu le temps de répondre, tant elles étaient nombreuses. Donc je vous invite et je vous l'avais mis dans le chat, n'hésitez pas à contacter, nos juristes. Alors je vous remets le lien actuellement pour vous éviter de le rechercher. Ils répondront, bien évidemment à toutes vos premières questions gratuites. Alors hop, voilà, vous avez, le lien. Alors le replay, de cette webconférence, oui, vous sera expédié, d'ici, quelques jours. Donc voilà, nous arrivons au terme, de cette, webconférence. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir de l'animer, en particulier avec toi, Kevin. Merci. Je tenais à le dire. Alors afin de m'assurer, de votre, satisfaction et d'améliorer, le contenu, de nos webconférences, je vous invite à nous laisser un avis. Là, je vous envoie le lien actuellement. Ça nous permettra, enfin, nous tenons compte vraiment de tous vos avis et ça nous permettra, donc de répondre, et d'adapter, nos contenus à vos besoins. Hem, alors je vous redonne également les coordonnées de Kevin. N'hésitez pas à le contacter pour toute question, complémentaire. Enfin, je vous invite à télécharger, le dossier, de Jury Travail. Je vous ai également envoyé le lien par chat, qui traite du licenciement pour inaptitude et qui vous guidera dans, le respect, de toute cette procédure.
Enfin, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui aura lieu donc le 7 février. Nous traiterons de l'abandon de poste. Vous savez que ce sujet a été longuement abordé tous ces derniers mois. Et nous aborderons donc ce sujet avec les changements législatifs qui sont envisagés. Donc, je vous attends nombreux pour cette webconférence. Kevin, bah, merci encore d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi et je te dis au revoir et à très bientôt. Ben, merci, à très bientôt. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt sur Jury Travail. Bah, au revoir, bonne fin de journée. Merci.